Alors, je lève la main parce que j'ai beaucoup d'amitié pour M. Couvert, mais je ne partage absolument pas son point de vue. C'est-à-dire que M. Couvert considère que la gnose a commencé lors de l'ère chrétienne, et moi, je ne dis pas ça parce que je l'affirme, c'est les textes que j'ai étudiés qui me le montrent. Je dis que avant l'ère chrétienne, il y avait une gnose. Je n'y peux rien. Cette gnose, on la trouve dans le mythe de Prométhée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Lisez mon ouvrage, vous verrez. Eh bien, Échille a été poursuivi parce que il en avait dit trop long dans une de ses tragédies. Donc il y avait bien quelque chose de caché. Il y avait quelque chose de caché. Donc, et de quoi s'agit-il? Très vraisemblablement de l'opposition de deux dieux, le civilisateur et l'autre. Bon, vous avez vu que j'ai donné des exemples d'Amérique du Nord et d'autres d'Amérique centrale. Là aussi, on a deux dieux. Hein. Donc, je ne suis pas d'accord avec M. Couvert qui fait commencer la gnose à l'époque chrétienne. Il y avait quelque chose avant. Et ensuite, cette gnose, évidemment, a pénétré le christianisme. Mais il y avait quelque chose avant, cela ne veut pas l'admettre, je le connais bien, on a eu des discussions là-dessus. Hein. Mais s'il n'y avait rien eu avant, je ne vois pas pourquoi Échille a failli être mis à mort, a failli être condamné à mort parce qu'il en avait dit trop long dans une de ses tragédies. Donc il y avait quelque chose de caché. Voilà ce que je veux dire. Merci. Bon, cela dit, j'ai beaucoup d'amitié pour M. Couvert et pour toutes les recherches qu'il a faites. Mais simplement, je dis que c'est beaucoup plus ancien que le christianisme. Merci, professeur. Je vais passer la question. Il y avait une question tout à l'heure ici, et ensuite là-bas. Merci. Oui, bien bonsoir. Donc une question à vous trois. De nombreux livres font mention de rites sataniques au sein de la franc-maçonnerie. De manière quasiment systématique, on se demande si c'est pas inhérent. Je suis étonné qu'aucun de vous trois n'ait mentionné ces rites sataniques qui vont jusqu'à la pédocriminalité, qui, dans beaucoup d'ouvrages qui semblent sérieux, associent pédocriminalité et franc-maçonnerie. Je veux bien répondre, si vous voulez. Monsieur Andériken. Oui. Je pense pour cause, parce que ça ne figure nullement dans les rituels. Benjamin Franklin, pour le nommer, qui appartenait à la Hell's Fire Club aux États-Unis. On a les preuves, on a même les dates des morts rituels. Mais ça, c'est pas maçonnique, c'est pas la maçonnerie de la Grande Loge de France, ce n'est pas le Grand Orient. Il faut que ces écrivains donnent leurs références sérieuses parce que ce sont des accusations non fondées, vraiment pas. Et en ce qui veut explicitement parler de satanisme, ce n'est même pas nécessaire quand Lucifer est là. Lucifer est la lumière de Satan. Merci. Oui. Autre question. Merci pour cette préparation qui est très complexe et qui aborde beaucoup de sujets. La plupart de nous, je pense, ne peuvent pas les maîtriser et intégrer dans une soirée. Donc, c'est un effort de synthèse remarquable. Je vous en félicite. Et une question que je voulais poser en tant que non-initié et quelqu'un qui a essayé d'étudier l'histoire de la maçonnerie de Bavière, en fait, de l'évolution des Illuminati. Je n'ai pas trouvé dans mes recherches une preuve tangente de lien entre Adam Weishaupt et la famille de Bauer, qui devient ensuite Rothschild. Est-ce que vous pourriez donner quelques éclaircissements sur ces rapports entre les deux? Merci. Moi, spécialiste. Je cite de mémoire les travaux de Charnovac, Jacob Frank, le faux Messie, et je ne sais pas comment il le présente, s'il avait des documents à l'appui, mais Jacob Frank a été hébergé par Bauer, par
fonction de Rothschild, à Offenbach ou à Francfort, peut-être, oui. Et là, les trois, donc avec Weishaupt, les trois se sont rencontrés. Il est formé là-dessus. Autre question. Oui, bonjour. J'aurais voulu vous demander quelle est la signification du crâne. J'ai vu ça chez des personnes initiées. Ce crâne qui, chez eux, il tourne autour. Qu'est-ce que ça représente, ce crâne? Dans les très hauts grades, le 32e, 33e, il y a un squelette. Mais sinon, il y a un crâne dans le champ, comment on appelle ça, le cabinet de réflexion. C'est-à-dire que le candidat à la maçonnerie va d'abord passer 1 heure, 1 demi-heure dans un cabinet de réflexion face à un crâne avec des symboles alchimiques, sel, etc., c'est mercure. Et là, on appelle ça des réflexions. Il fait son testament là-bas, qui sera brûlé. Et puis, donc, il quitte sa vie profane. Voilà. Et ce qui est amusant à signaler que quel est le devoir de l'homme, etc., envers la patrie et de l'île, c'est ça le texte, et qui est pris textuellement chez Kant. Juste une petite réaction. Le premier grade, juste sur le premier grade des petits mystères chez Weishaupt, donc celui dont j'ai parlé, le grade de prêtre illuminé ou d'Eptote, l'adepte doit se retrouver, doit faire le choix entre un amassement de richesses devant lui, une coupe, des pièces d'or, etc. Et il y a une robe avec une ceinture en cuir, je crois, enfin quelque chose de très simple. Et il y a devant lui un squelette, pareil, qui est censé représenter, symboliser le caractère transitoire de la vie humaine. Et donc, c'est un peu enfantin aussi, c'est-à-dire on lui demande de choisir entre deux choses et forcément le prêtre illuminé va choisir la robe blanche qui symbolise la pureté et l'humilité. Voilà. Donc pour le squelette, c'est le caractère transitoire de la vie humaine, parce qu'il est censé devenir Eptote et donc gérer des ouailles, quoi. Merci. Autre question. Oui, une question peut-être plus pour Monsieur Van der Eycken. Quel a été le déclencheur pour sortir de tout ce parcours à travers, un parcours qui semble quand même assez profond et un parcours de recherche pour finalement s'orienter vers le catholicisme et considérer que tout ce que vous aviez étudié auparavant était finalement, même, non pas seulement faux à ce que vous décrivez, mais carrément nocif? En fait, la véritable réflexion est venue beaucoup plus tard. Pendant quelques années, j'ai pas beaucoup lu, beaucoup travaillé. Et je commençais à revoir un peu Guénon. Et je vais trouver quelques petites failles. Et j'ai commencé à faire des recherches côté Gnose, entre autres, Étienne Couvert, bon, peu importe. Et il y a bien sûr d'autres littératures. Et là, j'ai tout revu à A à Z. Et j'ai compris ce que j'ignore aussi, le noachisme, en fait. Parce que j'ai fréquenté 22 ans la maçonnerie. Le noachisme, c'est l'article 1er. Mais personne ne sait vraiment. C'est pas évoqué. Parce qu'on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion. C'est formellement interdit. Mais au 21e degré, il y a un degré qui s'est intitulé le noachite ou le véritable chevalier prussien. Ce qui est intéressant à signaler dans le contenu de ce rituel, que tout se passe autour de la tour de Babel. Et nous voyons apparaître partout actuellement des tours ou des architectures inspirées de la tour de Babel. Je prends le Parlement de Strasbourg ou l'église d'Évry, il y en a encore plein d'autres. Mais j'ai découvert tout ça beaucoup plus tard. Merci. Une autre question ici. Oui, bonsoir. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Avant de poser ma question, je voudrais simplement... À quelle obédience étiez-vous? La Grande Loge de France. La Grande Loge de France, oui. Donc vous n'étiez pas à la GLNF? Non, je n'étais pas à la GLNF. Non, parce que c'est important. On n'a pas du tout parlé ce soir de la grande différence fondamentale entre la maçonnerie anglaise, anglo-saxonne,
et disons, la française, l'anglo-saxonne est complètement déiste. D'ailleurs, elle se prétend comment dirais-je, régulière. Et la GLNF, qui dépend de la Grande Loge d'Angleterre, se déclare la seule loge régulière, au motif de ce qu'elle vénère Dieu. Donc, il y a toute cette maçonnerie qui est complètement déiste. Et ensuite, il y a eu une séparation, honnêtement, je ne me rappelle plus exactement la date, au moment où il y a eu la séparation entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie française, avant ensuite de bifurquer encore entre la GL et le GO. Mais c'est tout de même assez important ici de dire qu'il y a quand même toute une maçonnerie qui est, à mon avis d'ailleurs, qui ne s'intéresse pas à la société, qui à mes yeux fonctionne plus comme un club, vraiment un club british, complètement british. Qui est complètement officiel. Je crois même que c'est un des... Je ne sais pas actuellement quel est le grand maître en Angleterre, je ne sais pas si c'est le prince Charles, si c'est un des membres de la famille royale. Enfin, ça fonctionne vraiment comme un club. Et la maçonnerie continentale, qui a évolué aussi, qui a essaimé, qui est donc le GO ou la GL, est là aussi différente, puisque si vous étiez à la GL, à la Grande Loge, il y a quand même des ateliers qui travaillent au grand architecte de l'univers, qui permet dans ce genre d'atelier à ceux qui croient de mettre le nom de Dieu sur le grand architecte de l'univers, et à ceux qui ont un doute, comme je dirais Voltaire, de dire que cette immense horloge existe et a un horloger. Ça permet, c'est un peu un fourre-tout, c'est très pratique, ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains ateliers du GO qui sont totalement laïques. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi ce soir vous n'avez pas bien séparé ces deux maçonneries qui sont, à mes yeux, totalement incompatibles. J'allais aborder une maçonnerie chrétienne, avec Wilhelmus entre autres, mais je n'ai pas eu le temps. Ça a été assez intéressant parce que ça remonte directement au franquisme, même au franquisme direct. En ce qui concerne l'Angleterre, la maçonnerie n'a jamais jeûné. Elle est née dans un pays protestant. Et ça a été déjà pas révolutionnaire. Quand elle est arrivée en France, tous les premiers grands maîtres sont convertis, à mon sens, pour l'occasion, au catholicisme, y compris Ramsay, qui avait choisi le quiétisme. Et donc, ils ont entré par la ruse, et une fois entré, ça se fait. Mais en France, dans un pays catholique, la maçonnerie ne pouvait pas entrer en ce moment. Moi, sans grand maître catholique. Moi, j'ai vécu 2 ans en Angleterre, entre Manchester et Leeds. J'ai vu beaucoup de francs-maçons entrer, sortir. On a même organisé des concerts dans des loges. Ils nous prêtaient des salles. Il n'y a pas d'opacité, quoi. Il n'y a pas de caractère subversif qu'on peut trouver parfois en France, où il n'y a pas de double langage, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Nesta Webster, dans un ouvrage que j'ai étudié pour la préparation de mon ouvrage, en parle de ça, que la franc-maçonnerie anglaise serait plus... comment dire, je ne vais pas dire plus propre, parce que ce serait malvenu, mais une forme il y a un peu plus de dignité, d'ouverture et de respect de la royauté, quoi, de ce qui se passe dans le pays. Je veux dire, ça crée pas de vague. Il n'y a pas de paradoxe, disons, entre le régime en place en Angleterre et le rôle et la mission de la franc-maçonnerie. Le rôle et la mission de la franc-maçonnerie en France rentrent un peu en contradiction avec les valeurs mêmes de la République. Voilà. Normalement, dans une république, c'est le peuple qui dirige, c'est pas une maçonnerie. Merci beaucoup. Autre question. Je voudrais une intervention. Je fais remarquer que une maçonnerie spiritualiste ne signifie pas une maçonnerie qui adore le Dieu de la Bible. Moi, dans toutes mes recherches, j'arrive toujours sur un dualisme. Pour les hauts initiés, il y a 2 dieux, un bon et un mauvais. Le mauvais, c'est le Dieu de la Bible. Et l'autre, c'est son adversaire. Je n'y peux rien. Mais que certains maçons
identifient le grand architecte au Dieu de la Bible, je leur donne mon avis, je ne suis pas infaillible, hein, mais à mon avis, ils se trompent. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est son adversaire. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Juste une petite question. Effectivement, je pense que ça a été démontré que la maçonnerie était une pieuvre et il en fallait un petit peu pour tous les goûts pour qu'il y ait le maximum de personnes, comme un segment de marché, où la société Fabienne l'illustrait avec la jambe gauche, la jambe droite. Maintenant, il y a une question qui se pose de fond. C'est, par exemple, quand René Guénon disait qu'il y avait d'un côté, qu'il y aurait les initiés d'un côté, les pseudo-initiés qui sont encore autre chose, et de l'autre côté, les contre-initiés. Et de façon réfléchie, on se dit que s'il y a des contre-initiés, qui sont du côté, clairement, donc ça a été dit à Aleister Crowley, voilà, le côté bon, lumineux, est forcément du côté maçonnique. Donc j'aurais aimé avoir des éclaircissements pour mieux comprendre quel était le lien, ou s'il y avait une opposition insoluble. Merci. Si je peux répondre, il n'y a pas d'opposition. C'est seulement que le satanisme est dit au style Crowley descend simplement beaucoup plus bas. Il n'y a plus de loi. Et souvent, il y a toutes les orgies sexuelles aussi qui vont avec. Tandis que les maçons, normalement, sont plutôt du nombriliste. Les autres sont vraiment des extrémistes qui connaissent plus de limites. Mais c'est la même origine. Merci. Une question. Bonsoir. Avez-vous remarqué un lien entre l'appartenance à la franc-maçonnerie et la santé mentale? Selon les travaux de Lobaczewski, les plus intelligents des psychopathes et des pervers narcissiques évoluent en réseau. Pouvons-nous considérer la franc-maçonnerie comme le réseau des réseaux psychopathes et leurs rituels comme des programmations mentales pathogènes? Crescendo. Merci. Pour une question. Je vais passer le micro. Bon, je crois que j'ai bien survécu, mais il y a quelque chose. Je veux dire que suppose que vous avez une famille, vous avez l'habitude de vous retrouver à 30 une fois par mois. Vous apprenez qu'un tel neveu est devenu franc-maçon. Vous ne pouvez plus le considérer comme avant, parce qu'il a quelque chose que vous ne connaissez pas. Et inversement aussi. Et alors même un maçon qui ne comprend rien du tout au mystère, au symbole, je parle même un peu de politique, il croit ne plus être comme les autres. Et les autres sont des profanes. Et lui-même, il finit en quelque sorte, je pense que ça dure trop longtemps, et s'il n'y a pas de résistance intellectuelle, je pense qu'il finira aussi un petit peu schizoïde et abruti finalement. Ouais. Alors de là à savoir si la franc-maçonnerie produit des êtres monstrueux, voilà, schizoïdes ou déviants, ou si, comme dans toute société humaine, il y a des personnes comme ça, et qu'il y a un sentiment d'impunité, et que la franc-maçonnerie l'utilise. Franchement, je sais pas. Je trouve que moi, je prends vraiment des gants avec ce genre de questions, parce que dans ma vision des choses, le problème, c'est d'essentialiser les problématiques. On ne peut pas résumer la franc-maçonnerie à une personne qui a certaines caractéristiques, et inversement. Donc, voilà. Moi, je ne pense pas que la franc-maçonnerie pourrait forcément voilà, générer ce genre de profil, mais peut-être utiliser ce genre de personnes. Oui, les attirer ou même les identifier, les utiliser à certaines fins. Bon. Après, le sentiment de puissance, l'impunité, c'est toujours le problème. Mais bon, on peut pas, je pense pas qu'on puisse considérer comme ça. Je dis pas que c'est ce que vous aviez dit, c'est mon avis. Oui, monsieur. Question le micro pour monsieur. Une question ici, et ensuite je passerai à la suivante. Monsieur Lozac, pensez-vous que malgré le but dont vous venez de nous dévoiler, la franc-maçonnerie est, osons le dire, enjuivée jusqu'à la moelle? Je botte en touche.
Non, mais non, je plaisante. Non, les choses ne sont pas si simples que ça. Je parle dans mon livre d'un haut initié de Rennes 2 qui m'a proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Et, entre parenthèses, il habitait Nice. Et il aimait tellement Nice qu'il faisait le voyage. Nice-Rennes, toutes les semaines. Et ben, ce haut initié, un jour, m'a dit mais vous savez, moi, je suis très bien avec, je crois que c'est la Grande Loge nationale de France, et vous devriez vous faire maçon. Parce que j'avais parlé avec lui de mes recherches, et je lui avais dit, vous savez, c'est curieux tout de même, la déesse Athéna, dans un des mythes grecs, elle est quasiment l'épouse du dieu Héphaïstos, le dieu civilisateur. Ça me pose problème parce que figurez-vous que dans le Caucase, j'ai trouvé un mythe parallèle, il y a le dieu civilisateur, le forgeron, mais elle s'appelle Satana. Non. Alors, bon, voilà. Et c'est là qu'il m'a dit ah, mais personne n'y a pensé avant vous, mais si on part d'un mot primitif indo-européen, Satan, d'après la loi de dissimulation des aspirés, soit le S tombe, soit le H en européen. Si le S tombe, Satana donne Atana, et Atana est la vieille forme d'Athéna. Maintenant, si c'est le H qui tombe, le S, en principe, se conserve. Et puis il m'a fait toute une démonstration là-dessus. Bon, alors là-dessus, bon, c'est pour fermer la parenthèse. Après quoi, il a fait un article en disant que c'était lui qui avait trouvé. Il aurait dû avoir la gentillesse de dire qu'on l'avait trouvé tous les deux. Bon, mais cela dit, il m'a proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Je lui ai dit, je ne peux pas, je suis catholique. Et alors il s'est énervé et il m'a dit, eh bien, vous avez choisi le mauvais Dieu. Et c'était un haut initié cathare. D'être plus cathare que maçon. Nous passons à la question Voilà, suivante. voilà. Merci beaucoup. Mais Peut-être une petite remarque, c'est que si les personnes de l'auditoire s'intéressent un peu à la géographie, la capitale du Kazakhstan s'appelle Astana, qui serait peut-être la contraction de Athéna et Satana. Et la grande déesse du Caucase, dans les mythes relevés par Dumézil, c'est Satana. Oui, bonsoir. Je m'appelle Alexis Perrotet, citoyen français. En entrant dans cette salle, je ne savais rien de la franc-maçonnerie. Je vous ai écouté pendant 2 heures, 3 heures avec attention. Et vous nous apprenez qu'il existe un culte millénaire, satanique, secret, dans lequel ses membres se retrouvent régulièrement pour faire des choses étranges, s'allonger sur le sol, se mettre des coups de marteau sur la tête. Donc tout ça, ça pourrait prêter à rire, sauf quand on apprend que 80% de nos hommes politiques en font partie. Alors quand on sort d'ici, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller foutre le feu à ces maisons du diable. Donc j'ai une question pour la personne qui a passé 22 ans dans cette secte. Quelle était votre action concrète au sein de la société civile? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez? Je sais pas. Moi, influencé par Guénon, j'étais à la maçonnerie pour une réalisation spirituelle, comme on disait. Donc, zéro politique, je regardais ça de loin, et voilà. La loge, où je dis que l'obédience faisait de la politique, mais je considérais ça comme, Guénon, c'était la maçonnerie dégénérée. Moi, je ne m'en suis jamais occupé. Je me suis exprimé tout à l'heure que beaucoup de maçons, même très hauts, même qui apprennent par la presse la décision prise par leur obédience pendant le week-end. Moi, zéro action. Je peux dire quelque chose? Oui. Bon, en fait, quand on considère l'état de dégénérescence et de vice de nos élites, on n'a même pas besoin de dire qu'ils sont francs-maçons. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont dégénérés, c'est pas parce qu'ils sont francs-maçons qu'ils sont toujours arrivés là où ils en sont. De faire partie de l'élite implique forcément une laideur morale. On parle toujours de satanisme. Souvent, c'est même un discours qui est un petit peu, qui prête, comme vous dites, un petit peu à rire, parce que il y a un problème dans le référent. Le mot Satan peut vouloir dire tout et n'importe quoi selon le locuteur.
Pour moi, c'est pas forcément la franc-maçonnerie qui rend satanique, c'est plutôt le fait de détenir pouvoir et d'avoir un sentiment d'impunité. Monsieur voulait faire un commentaire. Moi, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Je peux? Allez-y. Je trouve, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de la franc-maçonnerie, je trouve inquiétant que dans une démocratie laïque, il y ait une secte religieuse, une religion, cachée derrière des symboles, qui intervient et qui ensuite impose le laïcisme. Il y a là quand même quelque chose qui relève de l'imposture. Bon, mon interprétation que n'impose pas, je ne suis pas infaillible, hein, et mon interprétation est très pessimiste. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui échappe aux maçons, d'ailleurs, à mon avis, aux maçons ordinaires. Il y a un objectif qui est un certain type de société, hein, qui doit s'étendre sur toute la planète. Hein. Et dans ce type de société, qui est décrit par Campanella, qui est décrit aussi par Aldous Huxley, il n'y a plus de famille, hein, il n'y a plus de propriété, et on va vers une sorte de communisme. Je constate une chose, c'est que graduellement se met en place ce type de société. Combien y a-t-il encore de gens mariés? Combien y a-t-il de jeunes qui se marient? Bon, combien de ménages sont libres? Bon, et ce n'est qu'un exemple, mais il faut bien rappeler quand même que un moment va venir, si les gens ne se marient plus, s'ils ont très peu d'enfants, on ne va plus pouvoir nourrir les vieux. Or, dans le type de société décrit par Aldous Huxley et décrit aussi par Campanella, ben, quand on ne sert plus à la société, on s'en va. Bon, hein, il y a l'euthanasie. Je constate que l'euthanasie va être mise en place. On va graduellement vers ce type de société. Et alors, il y a quelque chose que je voudrais signaler. Pour moi, la démocratie, si elle marchait bien, elle ferait penser à un balancier. C'est-à-dire droite, gauche, droite, gauche. Et la gauche des fraises qu'a fait la droite, plus ou moins, et la droite des fraises qu'a fait la gauche. Or, remarquez bien, jamais la droite ne détruit totalement ce qu'a fait la gauche. Si la gauche fait 3 pas en avant dans le sens de la destruction de la société traditionnelle, la droite va revenir au pouvoir, mais elle ne détruira que une ou deux des mesures qui ont été prises. Tant et si bien qu'on s'achemine inévitablement vers une société sans famille. Une société où régnera la science. D'ailleurs, regardez mon interprétation du Rebis. Hein. Voilà. On s'achemine vers le transhumanisme, mais finalement, on va avoir une société, c'est mon interprétation, hein, on va avoir une société avec un vernis démocratique, une société mondialiste, et où il y aura une minorité un peu plus égale que le reste. Et puis, on choisira les gens à la naissance. D'ailleurs, ça a commencé. Hein, si vous êtes dans votre mère un peu tordue, hop, terminé. Bon. Et les vieux n'ont plus qu'à bien se tenir. Hein, parce que, ben, il viendra un moment, puisqu'il n'y a plus d'enfants dans les familles, ils vont goûter trop cher. Et puis d'ailleurs, on leur dira, après tout, vous ne jouissez pas de la vie. Allez, hop, balayez. Ça commence. Alors tout ça me rend extrêmement pessimiste, parce que c'est ce type de société qui est décrit par Aldous Huxley. Aldous Huxley était très bien avec des gens de la société fabienne. Donc je suis extrêmement pessimiste et triste de ce côté-là. Voilà ce que je voulais dire. Un petit mot. Ce qu'il y a, c'est que les héritiers idéologiques de l'illuminisme de Weishaupt, ou même qui font partie de la franc-maçonnerie aujourd'hui, les néolibéraux de gauche et de droite, s'ils utilisent à longueur de journée le bouclier moral, hein, de l'humanisme. Bon, avant, les illuminés de Bavière, c'était les penseurs de l'Antiquité, c'était Rousseau,
que des idéaux qui ne sont pas applicables dans la réalité. Aujourd'hui, le bouclier, c'est l'humanisme, l'œcuménisme, et l'arme, c'est la logique de marché. Point. C'est ça qui arrase les nations, c'est ça qui arrase la famille, c'est ça qui détruit la plupart des valeurs morales. C'est pas autre chose. Les gens, le peuple, eux, ils subissent. Ils l'ont, j'oserais dire, sans même parler de relation à Dieu, sans parler de foi, sans parler de tout ça, juste le bon sens. C'est les gens qui l'ont. Et c'est bien les modèles uniformisateurs qu'on nous impose et qui naissent dans certains cercles qui ont des intérêts convergents. C'est ça qui détruit les choses, et ça s'exprime à travers le discours de nos élites qui font partie de la franc-maçonnerie, il faut bien le reconnaître. Nous allons prendre... Oui, voilà. Trilatéral. Oui, avec la franc-maçonnerie, il y a les groupements d'intérêt, il y a les think tanks. En essayant de répondre bien sûr, des questions courtes. Très bien. Je voulais juste le pointer. Un commentaire, justement. Rapidement. Petit commentaire, monsieur le professeur, je pense, moi j'ai pas votre culture, mais je pense que côté imposture, il est beaucoup plus simple à démontrer par rapport au monde profane, c'est-à-dire nous, la petite populace. Aujourd'hui, dans cette période de terrorisme, il faut savoir que la surveillance des territoires oblige les corps constitués et les gouvernements à surveiller et s'intéresser de très près à tout ce qui relèverait une organisation secrète. Selon Alan Bauer, l'aspect secret de Grand Orient était dû au fait qu'il craignait les persécutions qu'on a pu rencontrer à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Il faut savoir que si la société secrète demeure secrète à nos yeux en craignant une répression, la répression vient du gouvernement, elle ne vient pas du peuple. Donc si la société secrète peut exister aujourd'hui parfaitement connue par l'État, parfaitement connue du point de vue des activités, ça veut dire qu'il y a une collusion et il tient seulement de rester secret par rapport à nous. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est l'État qui se radicalise. Il y a une imposture qui est flagrante, je peux dire, dans cette période. Pour terminer, observation qui m'a fait prendre le micro, c'est par rapport aux questions de psychopathes et objectifs un petit peu gênants pour la franc-maçonnerie. Il faut savoir que la société, d'après ce que j'ai pu apprendre par mes petites études, elle est constituée comme toute autre société, sauf que nous, dans nos mondes, il y a les psychopathes qui sont attirés pathologiquement par les pouvoirs, par la domination des autres. Ils sont parfaitement utiles. Monsieur, tournez votre propos sous forme de question pour qu'on puisse réagir. Non, c'était juste une observation, c'était pour dire à l'autre monsieur que si les psychopathes peut-être se trouvent plus dans les gouvernements et dans les sociétés qui présentent un pouvoir, c'est un phénomène d'attraction et qui fait que c'est pas forcément qu'on les cherche, mais qu'on les retrouve là-bas parce qu'on ne fait rien pour s'en débarrasser. Et eux, ils sont pathologiquement attirés par les pouvoirs offerts. Question suivante. Merci. Vous voulez réagir peut-être rapidement? Non, on l'a reçu. Je crois que c'est la dernière question. Oui, bonsoir. Voilà. Tout à l'heure, quand vous avez fait vous avez donné la référence de l'âge d'or et de l'âge de bronze, de l'âge de fer, le fameux Kali Yuga, hein, qui est cher à la tradition primordiale. En fait, quand nos hommes politiques répètent comme des moutons de panurge qui veulent ce nouvel ordre mondial, c'est bien le retour à l'âge d'or qu'ils désirent. C'est la mystique complètement de la tradition primordiale. Et en fait, sous un aspect politique, il le déguise, mais en fait, c'est cette mystique qui est derrière. Donc, le catéchisme des loges qui apparaît sous forme politique, entre guillemets. Quoi. Voilà, si vous avez un commentaire là-dessus, quoi. Oui, je ne sais pas quoi dire. La théorie des cycles cosmiques est surtout très complète en Inde. Donc le Kali Yuga, les 4 yugas, les 4 âges de l'humanité. Mais selon cette théorie, les êtres humains, nous, selon les conditions cycliques, ça influence notre niveau, notre potentiel de spiritualité.
Et donc pour moi, c'est de la prédestination pure. C'est comme on simplifie les choses en disant que quand la Lune est là ou là, on se sent mieux ou pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de question de libre arbitre là. C'est vraiment de la prédestination qui pourrait même faire bouger les calvinistes. Une question en 2 mots, une réponse en 3 mots. Oui, pour revenir un petit peu sur Terre, moi j'aimerais que vous me disiez, que vous expliquiez s'il y a un lien entre les maçons et le groupe Bilderberg, puisque récemment François Fillon disait que c'est eux qui nous dirigent, qui nous gouvernent, il disait. Donc, est-ce qu'il y a quel lien peut-on faire? Beaucoup de gens qui vont au groupe Bilderberg, ce qui pose problème avec le groupe Bilderberg, c'est que c'est l'opacité du bilan. C'est en gros, on sait que ça a lieu, c'est pas médiatisé, on n'en parle pas trop dans les médias. Si on dit groupe Bilderberg, tout de suite on le prend pour quelqu'un de délirant, alors que ça existe. Et on sait que telle ou telle personne du gouvernement, parce que si on cherche, c'est pas si caché que ça, on remarque qu'il y a des gens du gouvernement qui sont assez haut placés dans la franc-maçonnerie, qui sont invités. Mais c'est à côté de la maçonnerie, ça. Hein. C'est pas maçonnique, quoi. C'est des gens des affaires, des gens, des hommes politiques, des gens du show business, des industriels qui se rejoignent et qui parlent peut-être de l'agenda mondial. Tout ça, ça participe d'ambition planétaire, quoi. Mais c'est pas, je pense pas qu'on puisse. Voilà. Regardez le symbole de la trilatérale. Regardez bien, on parlait du triangle, de la centralisation du pouvoir et tout. Regardez qui agit à travers la trilatérale au niveau symbolique. Bilderberg, je connais peut-être un petit peu moins, mais bon, normalement tout est là, on peut lire. Quoi. Allez, j'ai menti tout à l'heure, c'est la toute dernière cette fois-ci, parce qu'il y a des gens qui attendent pour les dédicaces et on ne voudrait pas trop les retarder. Bonsoir. Je voulais vous poser la question, à part s'informer ou faire des conférences, qu'est-ce qu'on peut faire pour annuler tout ça ou pour combattre tout ça? Bonne question. Bonne question. Et on conclura là-dessus. Bon, on peut attendre l'épuisement, parce que même les bonnes choses ont une fin. Donc, je pense qu'il ne faut pas abandonner, il faut jamais abandonner, même si on est minoritaire, continuer le combat par tous les moyens, et surtout intellectuels. Un mot pour chacun. C'est une logique à court terme. Pour moi, les élites ont une logique à court terme, ça va se casser la gueule à un moment donné. Le seul truc à faire, c'est faire peur de force mentale, de ne pas se laisser embringuer par toutes les tentations qu'on a autour de nous. Je ne parle pas de tentations sataniques, je parle de tentations du marché, je parle d'avoir de la force mentale, de construire des choses autour de soi socialement dans le réel, et de faire des choses qui tiennent la route. De toute façon, on devient militant si on est, entre guillemets, fidèle à soi-même et à l'intérêt objectif de ceux qui nous entourent, et si on ne les trahit pas, on se met tout de suite en contradiction vis-à-vis des lois du marché, des lois des élites. Si on ne croit pas en ce qu'on nous raconte, déjà le premier truc qu'on peut faire, moi c'est le premier truc que j'ai fait, c'est de casser ma télé. Fait comme Elvis Presley, lui c'était un coup de pied, moi je l'ai balancé contre un arbre. Il en avait deux. Il en avait deux. Bon, parfait, c'était un double plaisir. Et c'est déjà se débarrasser de sa télé, essayer d'éduquer ses enfants, autour de soi, d'en parler, etc., faire de la pédagogie. Et puis surtout, oui, lire, s'informer, mais après, il n'y a pas de solution macro, quoi. C'est pas tout seul, il faut... J'ai l'impression de prêcher là, mais... Monsieur le Dormer ? Oui, osez aider la conclusion. Chrétien, oui, mais je voudrais souligner une chose, c'est que le recours à la violence contre la franc-maçonnerie est une absurdité. Ça se situe dans les cœurs, dans les têtes, et il faut persuader les maçons qui sont de braves gens. J'ai un frère qui en était. Il faut les persuader que on les manipule, voilà, on les manipule, c'est tout. Et on est par eux, on est en train de mettre en place un régime totalitaire sur toute la surface de la planète. Voilà. Et il faut qu'ils le sachent, et il faut qu'ils disent non. Et puis rappelez-vous tout de même cet avertissement de 1912 de Monseigneur Join, ce que disait ce
hauts responsables, ce haut initié. C'est dommage, à propos du prince héritier d'Autriche-Hongrie. Il est sympathique, il va mourir sur les marches du trône. Mais c'est terrible ça, mais c'est terrible. Et je pense que les maçons qui sont honnêtes, dans leur immense majorité, devraient se poser la question. Et voilà. Mais alors, quant à recourir à la violence, c'est la dernière des choses à faire. Voilà. Je peux ajouter quelque chose? Un dernier mot, Sébastien. Je pense, moi j'assimile vraiment la jeunesse, parce que là c'est un jeune qui me parle, tout ça, comment se structure, comment est-ce qu'on peut combattre tout ça, etc. Je pense, moi j'assimile vraiment le mécontentement de la jeunesse, le fait qu'on nous enfume toute la journée, etc., qu'on se sent impuissant et qu'on voit que bah, voilà, le pouvoir des élites nous dépasse complètement, ils se mettent au-dessus des lois. Ce sentiment qu'ils avaient, eux, face à la royauté et face à une certaine église, etc., les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait la révolution et beaucoup de jeunes qui ont été embringués par Weishaupt, avaient exactement ce complexe-là. Ils avaient exactement l'envie que les choses changent, mais c'est pas par la subversion, par des moyens terroristes. Il ne faut pas se laisser embringuer par un double langage, entre guillemets, humaniste. Il faut faire des vraies choses. À partir du moment où il y a de l'enrobage, ça sent mauvais, quoi. Il faut être droit envers soi-même, c'est tout, quoi. Et rester dans sa famille, pas chercher une autre famille, pas chercher une famille ailleurs. Il faut se battre pour les siens, il ne faut pas aller chercher des trucs, parce qu'on va vous couper de vous-même. Une initiation, ça vous coupe de la transcendance, ça vous coupe de vous-même, ça vous coupe des autres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Sébastien Jean, Karl van der Eycken, Jean-Claude Levasseur. Et merci d'avoir été si nombreux pour cette conférence. On passe aux dédicaces.